2 pas de votre chai juste ici. Vous êtes un vigneron sur les côtes de Bourg. Quel est votre parcours? J'ai commencé dans le monde de l'agriculture, mais au ministère de l'Agriculture et comme professeur en lycée agricole. Et après, je suis passé dans le monde de l'IT avec une bonne grosse quinzaine d'années dans le monde de l'informatique. Puis après, un changement de vie avec une reconversion professionnelle en rachetant cette propriété en 2010. Donc ça fait 15 ans que vous êtes ici. Voilà. Et avant ces 15 ans, aucune expérience en tant que vigneron? Ah non, en tant que vigneron, non. Dans le monde du vin, on veut dire un amateur averti. Une culture du vin liée aussi au passé familial. Donc ma famille qui vient de Bordeaux, de famille de négociants. Donc voilà, beaucoup de discussions autour du vin, dans les repas de famille. Quel est l'élément déclencheur? Parce que passer de l'informatique à la vigne, il y a quand même un monde. Bon, l'élément déclencheur, ça a été dans ma dernière expérience professionnelle. Avec mon patron, on a monté un club de dégustation un peu particulier pour des grands patrons du CAC 40. J'ai rencontré aussi un sommelier qui passait son concours de meilleur sommelier de France. Voilà, donc, L'est-il devenu? Oui, il est devenu. Et à côté de ça, voilà, ça a fait que ça m'a un peu remis le monde du vin, mais de manière plus concrète à l'esprit. Plus centrale, oui. Voilà, et puis à un moment donné, une envie avec mon ex-compagne de quitter Paris. Et puis ça, voilà, j'ai eu cette idée de se dire mais pourquoi pas faire du vin, pourquoi pas investir dans le monde viticole. Alors on faisait déjà du vin ici à la Grave de Viau, comment ça se fait? Vous avez repris un domaine? Voilà, j'ai repris le domaine de quelqu'un qui partait à la retraite. Donc ça c'est un domaine qui existe dans une structure un peu différente globalement depuis le 19e siècle, qui a été à la cave coopérative longtemps, donc racheté dans les années 90 par quelqu'un qui l'a sorti de la cave coopérative, qui a agrandi. J'ai décidé de continuer cette démarche de vente de la bouteille, mais plutôt dans des réseaux export, cave, restaurant, puis de développer une gamme plus large. Quelles étaient les pratiques quand vous avez repris le domaine? C'était classique, conventionnel? Oui, voilà, c'était du conventionnel, pas trop exagéré, parce que un peu, voilà, quelqu'un qui désherbait pas trop par souci d'économie, on va dire, ce qui est pas mal, des fois. Ça s'entend. Et puis des vins très classiques, très classiques dans le sens 100% barrique, des vins en barrique normale, des vins en barrique neuve, mais puis plutôt un positionnement qualitatif, voilà. Mais vous avez mis un petit coup de pied dans la fourmilière en arrivant? Moi, mon objectif, quand j'ai voulu reprendre un vignoble, c'était déjà d'être en biodynamie. Voilà, ça allait de soi. Pourquoi? On va dire ma culture en enfance. Voilà, moi, j'ai grandi en Suisse. Bon, mon père connaissait déjà la biodynamie. Ça faisait partie de votre univers. Ouais. Oui, ça faisait partie un peu de mon univers. Le jardin était déjà en bio. Enfin, bon. Donc quand j'ai voulu reprendre un domaine, ça allait de soi qu'il allait être en bio et en biodynamie. Et alors, pour se faire la main en tant que vigneron, après avoir travaillé pendant 15 ans dans l'informatique, compliqué avec le recul? Non, un BPREA à Beaune, comme beaucoup de gens qui sont en conversion, pas mal dans le Bordelais qui ont fait ce BPREA de Beaune. J'ai fait plein. Puis après, quand je suis arrivé ici, j'avais 2 ouvriers qui connaissaient le domaine, qui connaissaient les parcellaires, les outils, etc. Donc j'ai simplement dit, on va passer en bio. Un de mes 2 ouvriers a été vigneron bio dans la Loire avant. Donc passer en bio, ça ne lui posait pas de problème. Il connaissait Le plus jeune, il était plutôt assez excité à ça. La biodynamie, il ne connaissait pas du tout. Donc voilà, on a mis ça en place. Doucement. Donc ça s'est bien passé. Sur 12 hectares, c'est ça, quand vous êtes arrivé? Oui, c'était ça, 11,60. Voilà. Combien de domaines en biodynamie sur les côtes de Bourg il y a 15 ans? 3. L'historique Falfa, et puis la Groslay, P. Bonhomme la Groslay, qui était déjà en biodynamie. Et puis moi, je me suis mis chez Déméter. Et après, on a eu Fougas qui s'est mis en Déméter. On a été longtemps que les 4. Très longtemps que les 4. Ça bouge un petit peu depuis quelques années, quelques nouveaux domaines qui... Oui, il y en a en certifié, il y en a 2 autres qui se sont rajoutés, Grand-Launay et Château de Côte. Est-ce qu'il y a une synergie particulière sur les côtes de Bourg entre les domaines en biodynamie où chacun vogue un peu sur son bateau?
Ouais, on va dire que c'est assez classique dans le Bordelais, hein. Chacun vogue un peu dans son bateau. Alors on a quand même une animation offerte par le MABD, le Mouvement d'agriculture biodynamique, sur lesquels on fait des préparations ensemble et on se retrouve quand même plusieurs fois par an, enfin régulièrement pour faire nos préparations en biodynamie. La seule difficulté qu'on pourrait avoir, c'est qu'on est dans un environnement où on a peu accès aux composants animaux. Bon, là, on a juste de la chance d'avoir un éleveur bio juste à côté. Pratique. Et alors vous, quand vous êtes arrivé, vous aviez 12 hectares. Et aujourd'hui, vous n'en avez plus que 5. Voilà, 80. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, la crise viticole hein, qui arrive partout en Europe et puis surtout qui est arrivée dans le Bordelais de manière un peu plus importante et surtout un petit peu avant les autres. Vous la situez quand vraiment cet impact de la crise dans votre région? En fait, c'est très difficile à dire parce que la crise viticole dans le Bordelais, elle date des années 2000. Sauf qu'on a eu des événements qui l'ont caché. En particulier, la Chine a caché la crise qu'on vivait parce qu'on a pu exporter des surplus sur la Chine alors qu'on était déjà structurellement, on était déjà en crise. Mais la Chine a permis de cacher ça et puis quand le marché chinois s'est effondré, on va dire le Covid, la crise a ressurgi et la surproduction est arrivée, plus après les méventes françaises globales. On va dire qu'on avait une crise sous-jacente que personne ne voulait voir et puis là elle a été d'une violence extrême avec le Covid. Juste le post-Covid a caché, parce qu'il y a eu réapprovisionnement de stock. Au niveau un peu mondial, c'est-à-dire les gens... on le disait à l'époque, les cavistes vendent du vin, on est content d'avoir du vin. Pendant le Covid, il y avait des cavistes qui vendaient et des cavistes qui ne vendaient pas, suivant où ils étaient situés. Mais oui, on a eu un réapprovisionnement juste en post-Covid. Les gens n'avaient plus de vin, ils n'avaient plus de vin au Japon, ils n'avaient plus de vin aux États-Unis. Donc, puis après... La claque. Oui, violente, la claque extrêmement violente, brutale. Ça a commencé par le marché du vrac. Après, nous, on a souffert de la mévente du bio. Bio, on a eu un effet retard. Hein. La crise du vin, on ne l'a pas vu tout de suite sur les gens qui vendent des bouteilles. Puis voilà, puis là, on est en plein dedans. Là, on est dans le dur, au sens large, et pas qu'à Bordeaux. Non, mais là, on est on est dans le dur. Alors vous, plutôt que de larmoyer, vous avez changé pas mal de choses sur votre domaine, du coup. Oui, enfin, larmoyer, ça ne sert à rien. Soit on décide d'arrêter, et puis on prend les décisions pour arrêter, soit on décide de faire différemment ou autrement ou autre chose. Et alors, différemment chez vous, ça se traduit comment? Moi, différemment, c'est-à-dire, c'était de diminuer de manière drastique la surface de vigne. Malheureusement, licencier des ouvriers. Voilà, mais voilà, donc de diminuer mes charges fixes. Bon, après, il faut dire qu'il faut de l'argent pour faire ce genre de choses. Parce que licencier des gens qui sont là depuis 20 ans, ça coûte extrêmement cher. Donc évidemment, tout ça, ça doit se financer, ça doit se réfléchir et le faire avant d'être dans des difficultés insurmontables. Voilà, c'est plus vous qui décidez. Donc on a décidé de faire ça, donc diminuer extrêmement fortement nos charges. D'avoir la moitié de surface de vigne, c'est moitié de fuel, moitié de produits phyto, même si on est en biodynamie, on utilise quand même des produits qui coûtent en plus de plus en plus cher. Puis à côté de ça, à réfléchir comment on peut valoriser l'ensemble des terres qu'on a, parce que l'idée c'est pas d'avoir de la jachère, même si j'ai une partie jachère obligatoire due aux subventions que j'ai touchées, une partie que je dois mettre en jachère pendant 20 ans. Donc vous avez lâché des vignes ou vous en avez arraché? J'ai arraché. Alors, tout était en propriété. En visitant votre domaine en arrivant, on a vu un plantier pourtant. Oui, il faut m'expliquer. Oui, en fait on arrache, moi j'ai arraché la moitié de rouge, hein, et là je replante un petit peu de blanc en variété résistante. Donc je vais me planter un petit peu tous les 2 ans, mais à mon rythme. Et ces variétés résistantes, vous en avez replanté beaucoup? Ça représente une grande surface? Non, là je suis à 36 arts. L'idée c'est d'arriver sur 1,5 hectare. Peut-être en enlevant encore un petit peu de rouge. Mais voilà. Alors 36 arts, vous en aviez 12. Vous en enlevez, vous en replantez 36 arts. Ça fait beaucoup de surface. Oui, qu'est-ce qu'on fait des surfaces entre les deux là? Dans les plans d'arrachage d'il y a 2 ans, pas celui de cette année, mais celui d'il y a 2 ans, il y avait une obligation, il y avait 2 plans d'arrachage. Un financé par le CIVB et un financé par l'État. Et on pouvait choisir de mettre en renaturation, ce qu'ils appelaient. Donc ça veut dire qu'on a le droit de rien faire de nos parcelles pendant 20 ans.
ou planter de la forêt. Et le reste, c'est en comment ils appellent ça, reconversion. Voilà. Donc là, on a le droit de mettre tout sauf de la vigne. Alors qu'est-ce que vous avez mis chez vous? Alors pour l'instant, là, j'ai mis un petit peu j'ai utilisé surface pour planter des arbres fruitiers. Mais là, je vais avoir une plantation normalement de petits fruits qui va être sur une partie. Et puis là, j'envisage, je suis en train de monter les dossiers d'aide, de faire 2 hectares et demi d'oliviers. C'est dans un modèle économique que vous avez préparé? Alors sur l'olive, oui, il y a un modèle bien préparé. Hein. L'olive, on sait combien ça peut produire, combien de temps, ce que ça peut rapporter. Sur les petits fruits, oui, sur un modèle un peu mixte. Donc comme je suis en train de lancer déjà depuis l'année dernière une gamme de vinaigres. Aussi Voilà. Alors là, c'est pas du vinaigre qui part à la vinaigrerie, c'est du vinaigre plutôt voilà, très qualitatif. Je suis une vinaigrerie et je fais du vinaigre en méthode orléanaise. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur la méthode orléanaise? C'est ce qu'on appelle des oxydations, ils appellent ça l'oxydation en barrique. Barrique ouverte? Barrique ouverte, pleine à moitié. On fait rien, on touche à rien pendant ces 18 mois? Non, alors avant la mise en vinaigre, on peut le couper à l'eau à ce moment-là, parce qu'un degré d'alcool, c'est un degré, 1% d'acidité. Donc l'idée, c'est de faire des vinaigres autour de 6 degrés avec environ un degré d'alcool dedans. Et puis l'idée des petits fruits et de choses, c'est je vais avoir accès à un marché local le vendredi, c'est de vendre un peu en direct. Fruits, vinaigrerie, vous m'avez dit aussi que vous aviez replanté des haies, replanter des arbres, tout ça pour occuper ces surfaces inoccupées aujourd'hui? Alors les haies et les arbres, on a déjà commencé bien avant. Hein. Les premières haies et arbres, c'est 2013 ici, donc c'est vraiment une démarche ici, c'est plutôt complémentaire pour moi à la biodynamie, c'est l'agroforesterie. Donc c'est ramener de la diversité dans la vigne, ramener peut-être de l'ombrage à terme, mais ça ce sera un peu plus long. Ramener aussi la biodiversité grâce aux haies. Hein. La haie, c'est vraiment la source de la biodiversité en proximité. C'est là que vont se développer beaucoup les insectes, les animaux, qui vont pouvoir après se balader dans la vigne. Sur le modèle, c'est d'essayer de faire une haie tous les 8 rangs et un alignement d'arbres tous les 4 ans. Donc c'est beaucoup de travail aussi. C'est beaucoup de travail, ça a été subventionné depuis... alors avant il y avait des subventions, je ne sais plus comment elles s'appelaient, mais là depuis 3-4 ans c'était ce qu'ils appelaient le pacte des haies. C'était dans le cadre du plan de relance de Macron, 1 milliard d'arbres, je crois qu'il voulait planter, je pense que c'est ça. Donc là, il y avait de l'argent encore l'année dernière, est-ce qu'il y en aura encore dans 2 ans, on ne sait pas. Et l'animal dans tout ça? J'ai des vins qui sont certifiés en vegan, donc moi je m'interdis d'utiliser les animaux pour l'attraction animale ou pour quoi que ce soit. Alors d'avoir peut-être des animaux en liberté, c'est une liberté pour gratouiller la vigne. Puis après, les animaux, c'est énormément de contraintes, c'est beaucoup de travail. Hein. Puis des animaux, j'en ai, j'ai des chevreuils, des sangliers, ça manque pas ici. Hein. La forêt n'est pas très loin, on la voit au loin à droite. Des vignes qui ont été mangées la semaine dernière un peu par les chevreuils. Avec les arbres, les haies, moi j'ai commencé à avoir énormément de chauves-souris qui reviennent, ça c'est très bien. J'ai beaucoup de variétés d'oiseaux. Nous avons fait quelques mètres pour se retrouver juste à côté de votre caveau, juste derrière. Vous nous avez parlé des évolutions sur votre domaine depuis quelques années. Est-ce que vous avez opéré aussi des évolutions sur vos cuvées? C'est pas la restructuration qui provoque les changements sur mes cuvées. Moi, j'essaie d'innover pratiquement tous les ans, tous les 2 ans, faire des nouvelles cuvées, des expérimentations, c'est d'essayer des nouvelles choses, s'adapter aussi à des demandes du marché. Un millésime peut-être aussi? Puis bon, bien sûr, à s'adapter toujours à des millésimes. On ne fait pas tout. Moi, je fais 12 cuvées différentes, je ne fais pas les 12 cuvées tous les ans. 12 cuvées sur 4 hectares. Maintenant, ça sera peut-être un peu moins, mais sur les 11 hectares, je faisais 12 cuvées. Voilà. Donc là, effectivement, les cuvées que je vais vous présenter, elles correspondent au fait que ça fait 10 ans qu'on fait de l'agroforesterie. Donc j'ai redesigné 3 de mes cuvées emblématiques du domaine avec des étiquettes qui rappellent l'agroforesterie, c'est-à-dire les oiseaux dans les arbres, les oiseaux dans les vignes. Eh bien, on est prêt à en découdre. Donc Bourdigala, c'est le nom romain de Bordeaux, tout simplement. Donc 100% merlot, mais voilà, l'idée c'est pas un merlot léger, c'est un merlot assez puissant,
Assez concentré. 2020, donc des vins charpentés, Joli concentrés, millésime, ouais. joli millésime. Donc on a tout le fruit, le côté fruit, fruit mûr, mais pas sur mûr, du merlot. Puis, On est sur un élevage en cuve classique, voilà, béton, cuve inox, cuve inox tout simplement. voilà, tout simplement. 100% merlot, en Côte de Bourg. Voilà, en cuve inox. Puis bon, grâce à la biodynamie, ce qu'on a d'intéressant dans les vins, c'est que bien qu'on ait des 14 degrés d'alcool, qu'on ait des maturités fortes, on conserve des belles acidités, des belles fraîcheurs. Est-ce que cette acidité et fraîcheur ne serait pas aussi un marqueur de beaucoup de vins des Côtes de Bourg? C'est final, un petit peu fraîche là. Je ne suis pas très sûr parce que Vous avez l'air très sceptique. oui, on a ça quand même sur les vins en bio et biodynamie, oui. Sur les autres, non, pas toujours. Hein. Oui, là vous allez chercher tout ça avec vos pratiques. Oui. Oui, je pense que c'est vraiment des marqueurs de la bio et la biodynamie. Du terroir de Bourg, je ne suis pas très sûr parce qu'on a des choses des fois qui sont justement, on va chercher des vins un peu traditionnels, des fois un peu des confits, des concentrations, et on n'a pas toujours cette fraîcheur. Donc là, un vin, je dirais, pas si évident que ça, parce qu'il y a de la souplesse, mais il y a quand même, c'est un vin qui raconte une histoire, hein, c'est pas juste le petit vin facile et tout, une vraie profondeur derrière. Oui, l'idée, c'est vraiment d'avoir, c'est pour ça que c'est des 2020, hein, c'est pas des 23, 24, hein, c'est des vins qui ont de la structure, qui nécessitent forcément au moins 2 ans en cuve pour un peu s'assagir, pour trouver son équilibre. Ça, c'est pas ma gamme de vins d'apéro, on va dire. Un joli vin aussi dans le nez, alors on est sur un 2020, mais qui a déjà des jolies notes un petit peu évoluées. Un style très bordelais, Oui, on est sur un merlot de Bordeaux. Hein. mais avec une belle évolution de quelques années. Et je dirais que là, il se goûte très bien ce vin. Oui, 2020, c'est vraiment sur des vins simples comme ça, enfin, d'une certaine simplicité, c'est des vins qui se goûtent très bien actuellement. Je vous trouve très dur quand vous dites vin simple, parce que je ne trouve pas qu'il soit si évident que ça. Il y a un vrai vin derrière avec du caractère. Oui, mais simple dans le sens, voilà, on est sur un monocépage, on a les traits aromatiques du merlot, bien sûr on a le terroir qui ressort, mais on reste sur une certaine simplicité. Moi je trouve que c'est pas un mauvais qualificatif d'un vin. Mhm. La simplicité, c'est aussi des choses qu'on cherche aussi dans le vin, quelque chose où on ne va pas se prendre la tête non plus. Il y a une simplicité d'abord, ça veut dire on sent le fruit, on arrive à retrouver ce que c'est comme fruit facilement. On a cette simplicité à le boire, cette simplicité à le comprendre. Et pour moi, c'est pas quelque chose de négatif de dire que c'est un vin assez simple dans son approche. La cuvée suivante, donc je l'ai appelée ici dans cette nouvelle collection Argila. Cette cuvée dans cette collection des oiseaux, je l'ai appelée Argila. En fait, je renommais la cuvée qui s'appelait les Cadets. Donc c'est une cuvée principalement de Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon en co-fermentation, avec un petit peu de Merlot aussi en co-fermentation. Donc tout est vinifié et fermenté ensemble, ça c'est la particularité. Et après c'est élevé dans des jarres en grès. La jarre, l'amphore, j'ai l'impression qu'elle est très très implantée sur les Côtes du Bourg. En tout cas, sur les domaines qu'on a rencontrés jusqu'à présent, j'ai l'impression que tout le monde a une jarre qui traîne, une amphore qui traîne. Est-ce que c'est des contenants qui vont bien au terroir et au cépage des Côtes de Bourg? Je pense que c'est quelque chose qui va globalement bien au rouge de Bordeaux. On a des rouges structurés, des rouges avec des belles structures tanniques et la jarre, elle les fait évoluer de manière assez harmonieuse sur les tanins, beaucoup plus qu'une cuve béton ou qu'une cuve inox. Ça patine plus? Ah oui, ça patine très vite et très fort. Donc ça atténue la rugosité un petit peu? Oui, on a rapidement, dès 6 mois, on a ces tanins qui se patinent. Sans avoir l'apport des tanins du bois, donc on a tout le bénéfice d'un vin qui est élevé. Voilà, là on est sur une vinification naturelle, donc la jarre, l'amphore va amener cette micro-oxygénation sans apporter d'aromatique spécifique liée au bois. C'est intéressant, moi j'ai acheté mes premières jarres en 2014, donc ça fait 10 ans. Et parce que peut-être que les deux principaux vendeurs de jarres sont bordelais. Un bon moyen peut-être pour casser un petit peu l'image justement un peu rugueuse des jeunes Bordeaux? Non, ça a été aussi pour casser l'image de la barrique
Parce qu'on a eu cette espèce de déferlante de la part de cavistes et de journalistes de dire oh, la barrique c'est pas bon, la barrique c'est pas bon. Enfin, Alors la différence par rapport au précédent, on gagne, je trouve, on est sur le même millésime, 2020 également. On gagne en précision, en rectitude. C'est les cabernets, ça, les cabernets francs qui ont ce côté beaucoup plus droit. Donc des terroirs un petit peu différents. On est sur des graves très argileuses, très oxydatives pour les cabernets. Alors qu'en haut, on est sur des graves plutôt sablo-limoneuses. Et on gagne en minéralité. Complètement, je trouve qu'il y a des notes un petit peu fumées qui apparaissent, qui font très terroirisées, entre guillemets. On n'avait pas ça sur le précédent, on était plus sur une expression plus facile d'accès. Et puis quand on parlait de simplicité, là on augmente en complexité. Complètement. La complexité, elle est liée au nombre de familles aromatiques qu'on peut trouver dans le vin. Voilà, on grimpe une marche avec ça. Oui, je trouve. On a ce côté des fois un peu pivoine, des cabernets francs qui ressortent. Donc moi j'aime beaucoup le cabernet franc, c'est un cépage que j'aime bien, même s'il n'est pas facile en Côte de Bourg. Donc la dernière cuvée, Dolium, qui est aussi la même déclinaison que ma cuvée traditionnelle qui s'appelle Origine. Quelque chose de très représentatif, va dire, de la rive droite et des Côtes de Bourg, du Merlot, un petit peu de Cabernet Sauvignon et un élevage en barrique. Donc là, on est plus classique dans l'assemblage et dans l'élevage. Dans l'assemblage, même dans la vinification, on va chercher des belles maturités, on va chercher des tanins structurés, on va chercher des extractions quand même assez poussées, surtout sur des beaux millésimes comme 19. Et là, l'idée, c'est vraiment de créer un vin qui va être dès le nez, où les gens vont se retrouver à Bordeaux. Lié à l'élevage, avec des vins qui ont une belle structure, une belle rondeur, et puis malgré tout une belle fraîcheur et un fruit. Plus de souplesse par rapport au précédent. L'élevage, barrique, il n'y a forcément, pas à dire. Ça patine là aussi. Ça patine, ça donne de la souplesse, ça donne du... Voilà, puis il a un an de plus. Et puis ça donne des vins ronds. Quand la barrique quand c'est des belles barriques bien maîtrisées, ça donne beaucoup de rondeur au vin, ça donne ces arômes autour du toasté, du beurré. Mais dans un style plus classique, mais dans une approche accessible malgré tout. Oui, ça reste. Après, moi je ne vais pas contraindre mon terroir. On a des terroirs qui donnent des vins souples. Qui amène quand même de la structure, mais qui amène de la fraîcheur. Donc il y a une cohérence aussi dans les vins. Une belle complexité aromatique, là, le côté un peu épice. On trouve le côté presque tabac blond un petit peu aussi, qu'on n'avait pas sur les cuvées précédentes. Donc des barriques, des barriques qui sont fabriquées dans le Bordelais ou dans le centre-France. Avec des bois français. On s'amuse toujours au domaine de la Grave des Viaux, malgré ces changements, ces mutations. Il y a toujours autant de plaisir à faire ce travail, ou tous ces changements, pour vous, ça a été des contraintes? Oui, c'est les deux. C'est forcément, tous ces changements amènent des contraintes, des fois du stress, des fois des jours, on se sent un petit peu... oui, je ne veux pas dire déprimé, mais un peu au bout du rouleau. Mais malgré tout, on prend toujours du plaisir à créer, à innover, à faire des nouvelles choses. Voilà, j'ai sorti, il y a 2 ans, on a sorti un pétillant naturel, on a sorti un nouveau clairet, on a sorti un vin de macération courte. Voilà, donc on essaie toujours d'innover. Et on est en mouvement en permanence. De toute façon... il faut être en mouvement en permanence. Merci Philippe. Je vous en prie. Merci à vous.